Bonjour à tous et bienvenue dans le MCAST. Une fois par semaine, on vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec le CEO ou la CEO de startup qui va vous partager son expérience, sa vision du job, ses doutes et ses échecs, et revenir sur des cas concrets auxquels il ou elle a été confronté ces dernières années avec sa startup, que ce soit en période de forte croissance, dans des moments compliqués, voire de crise. Aujourd'hui, on reçoit Benjamin Autin, étudiant à l'EM Lyon et à Sciences Po Paris. Il a notamment cofondé Mister Prépa et Planète Grande École, qui sont aujourd'hui des médias qui sont vraiment des sites de référence pour tout ce qui est autour des grandes écoles, que ce soit des écoles de commerce, d'ingénieurs ou les IEP notamment. Et il est également un des fondateurs de Dubaï d'idées et il est aussi investisseur chez Mama Papi. Donc bonjour Benjamin et on est super heureux de t'accueillir. Hello les gars, merci beaucoup pour m'accueillir sur ce podcast. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par nous présenter tes projets et nous dire plus ou moins ce que tu fais concrètement? Ouais, bah du coup, bah, tu l'as un petit peu dit dans l'intro. Donc, bah, effectivement, je suis étudiant du coup d'abord à l'EM, puis ensuite à Sciences Po à Paris. Et en parallèle, du coup, bah, je gère plusieurs boîtes avec des associés. Voilà, donc j'ai été piqué par l'entrepreneuriat il y a 3 ans et demi maintenant. Donc, j'ai commencé par un projet, puis deux, et puis ensuite, voilà, il y a différentes opportunités qui s'ouvrent au fur et à mesure. Donc voilà, j'essaie un petit peu de conjuguer au max bah, la vie d'étudiant, la vie d'entrepreneur et on va dire voilà, de manager aussi parce que, bah, on a pas mal de monde maintenant qui bosse avec nous et pour nous et donc il faut réussir à bien coordonner tout ça et donc voilà, j'espère être diplômé d'ici, 1 an et demi grand max, que ce soit du côté de Sciences Po ou du côté de l'EM Lyon. Ok, génial, bah, on espère aussi. Donc, tu es céréal entrepreneur, si on peut dire ça, comme ça, ce qui est assez unique, surtout à ton âge. Comment c'est venu l'idée en fait de Mister Prépa et de Planète Grandes Écoles? Bah, Mister Prépa, ça s'est fait un peu, c'était pas du tout censé être une entreprise de base, c'est-à-dire que c'était pendant une période où je travaillais, en parallèle pour financer mes études. Et donc en fait, bah, je travaillais un peu à l'intérim et cetera. Je faisais pas mal de missions, et en gros, par exemple, genre je montais, je démontais des cartons, il y avait des banquettes de voitures qu'on devait transférer d'un carton à l'autre. Enfin, c'était, un exemple de mission, sinon on devait aussi, tu sais, faire du chargement, déchargement de camions, enfin pas mal de missions différentes et en fait, bah, pendant ces moments-là où c'était un petit peu compliqué, bah, si tu veux, la prépa me manquait beaucoup et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé un compte sur Snapchat au tout début, c'était en 2018. Ouais, c'est ça, 2018, 2017-2018, je crois. Et donc, j'avais commencé à faire un petit peu, tu sais, des interventions sur Snap. C'était l'époque où c'était un peu la mode, en philosophie, en économie de base. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, le compte a tourné, bah, donc ma prépa à moi, à Saint-Just, à Lyon, puis ensuite à différentes prépas lyonnaises. Et ensuite, bah, ça s'est passé le mot pour commencer à être un peu connu dans toute la France, dans plein de prépas différentes. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, il y avait donc, du coup des écoles de commerce à l'époque. C'était Schema, la première qui m'avait contacté d'ailleurs, à me dire voilà, j'ai vu ce que tu fais un peu sur Snapchat, ça m'intéresse dans une stratégie de communication pour mon école. Est-ce que tu accepterais de faire du contenu médiatique, slash sponsorisé pour des écoles? Donc j'aurais dit bah, je connais pas du tout ce monde-là, je connais pas les écoles, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en structurer, en faire un média? Donc du coup, c'est vraiment les écoles qui sont venues, entre guillemets, me chercher et me demander d'aller un peu plus loin. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc après, j'ai recruté une équipe pour voilà, que chacun gère un peu une matière sur le compte. Puis, on n'a pas voulu se contenter de Snapchat, on a lancé un site web et ensuite différents supports médiatiques petit à petit, donc un magazine par exemple papier et des réseaux sociaux bien sûr, et puis voilà, on a ouvert encore d'autres médias par la suite. Donc voilà, si tu veux, ça s'est vraiment fait sur un truc qui moi me faisait plaisir de base, à savoir aider des étudiants vraiment sur un truc qui me manquait et en fait, il y a une fenêtre économique qui s'est ouverte, un peu malgré moi et donc bah, j'ai décidé de relever le challenge parce que c'était le marché qui, on va dire, qui m'appelait donc je pouvais que répondre quoi. Donc voilà comment ça s'est fait. C'était pas du tout censé être une boîte et finalement, bah, ça en est devenu une et je m'éclate aujourd'hui. Ok, et bah, super intéressant. Aujourd'hui, vous êtes combien sur les deux médias? Il y a combien de personnes qui bossent à temps plein et d'autres qui sont plutôt en temps partiel ou qui sont rédacteurs ponctuels? Ouais, bah, moi, du coup, bah, je distingue du coup, les gens salariés, puis les freelances. Ok, Alors, et on est 12, on est une équipe de 12 salariés dans l'équipe. Donc, en fait, c'est réparti en différents pôles. Il y a un pôle vidéo où ils sont 2, bientôt 3. Un pôle plutôt bizdev où ils sont 2 3 pareils. Un pôle communication où ils sont 2. Un pôle journalisme où ils sont 3.
Donc voilà, enfin, chaque pôle a un petit peu ses missions. Dorian et moi aussi qui est à temps plein et on fait un peu de tout et donc voilà, on va dire on est une bonne douzaine dans l'équipe maintenant et en freelance, donc du coup, au niveau des rédacteurs, on a environ 80 rédacteurs, donc qui sont Ok. tous en grande école et qui rédigent sur plein de sujets différents. Donc ça, c'est pour Mister Prépa et pour Planning Grandes Écoles, on est plutôt entre 30 et 40 rédacteurs, qui sont aussi en école et qui rédigent plutôt sur des sujets, actualité des écoles, business, domaine professionnel. Donc voilà, non, ça fait un petit peu de monde mais ouais, ça grandit d'année en année et tant mieux. Ok, super intéressant. Bah, merci pour ces éclaircissements et on arrive à la deuxième partie du podcast qui va être centrée sur toi et ton quotidien d'entrepreneur et comment tu fais pour gérer toutes ces difficultés-là. Parce que j'imagine que le fait d'avoir plusieurs salariés, des freelances, c'est pas non plus facile tous les jours. Comment est né ton désir d'entreprendre en fait? Est-ce que c'est venu par opportunité plus tôt ou tu as toujours su que tu voulais faire ça? Moi, je dirais que j'ai toujours su que j'aurais peut-être du mal à bosser en entreprise. Ok, Au début, je pensais vraiment ça parce que, je pense que je suis très, comment dire? Je suis vraiment attaché à ma «liberté» entre guillemets et puis voilà, enfin, quand j'ai vu quand je travaillais un peu en intérim, c'était compliqué, c'était des travaux qui étaient difficiles. Donc c'est ce qui moi m'avait poussé du coup vraiment à me buter dans mes études, à faire en sorte que si un jour je dois bosser pour quelqu'un, c'est vraiment pour une boîte que j'aurais choisie, pour une boîte vraiment qui me correspond et voilà, où je serai un peu en position de force, on va dire, par rapport à l'employeur. Dans le sens où je pourrais négocier mon salaire, je pourrais négocier mes horaires et cetera. Donc d'où voilà, l'importance de faire la meilleure école possible, d'avoir le meilleur CV possible et les meilleures expériences et finalement, bah, après pour lancer sa boîte, je m'étais dit qu'à terme je le ferais. C'est-à-dire que je pensais vraiment le faire, je sais pas, après 4-5 ans d'expérience professionnelle au départ. Je savais pas du tout dans quoi, mais ok. là, pour le coup, ça m'a un peu pris de court. Mais c'est vraiment quand les écoles sont venues me dire: «Bah, tiens, on est prêt à payer pour ce que tu fais, pour, voilà, pour que tu te développes et accompagner, le développement de ta boîte», que je me suis dit: «En fait, bah, là, le marché, en fait, était prêt pour ça» et donc moi, je devais être prêt pour le marché en retour et donc voilà, il fallait vraiment, en fait, bah, se lancer et donc c'est un peu comme ça que j'ai lancé au début. C'était pas du tout prémédité, si tu veux. Il y a juste, en gros, une grosse opportunité, comme ça arrive souvent et voilà, il fallait que je mette au niveau et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai essayé de structurer ça pour passer juste d'un petit compte sur Snap un peu, voilà, un peu «enfantin» entre guillemets, un peu naïf, à une vraie entreprise qui a des vrais objectifs fixés, des KPI et voilà et puis des salariés qui tournent et une stratégie de croissance et de diversification. Donc non, ça s'est vraiment fait sur, une opportunité qui était inattendue. C'est ce que moi j'appelle un peu une fenêtre économique, tu vois? C'est un truc qui s'ouvre et Ouais. bah, il faut y aller, quoi. Et donc voilà, donc là, j'ai juste pensé à le faire et puis je me suis dit: «Bah, peu importe tout ce qu'il y a autour, je m'adapterai, mais je dois absolument faire ça, quoi». Et tu n'avais pas peur de l'échec? C'était quoi ta vision en fait du projet? C'était juste, c'est parti d'un projet perso et tu voulais vraiment construire ça et tu t'en foutais ou tu pensais que ça pouvait vraiment prendre? Non, mais au début, j'ai hésité à peine, en fait, parce que j'avais un espèce de petit complexe d'infériorité où, bah, j'étais un peu tout seul au départ. Il y avait quand même des concurrents qui étaient assez gros et solides comme L'Étudiant, comme, Le Figaro Étudiant aussi, comme Studyrama aussi, par exemple. Il y avait aussi, un autre concurrent qui s'appelait Major Prépa qui était lancé depuis 3 ans à l'époque. Donc voilà, enfin, tout le monde avait de l'avance sur moi. Moi, j'étais un peu tout seul de mon côté, comme je disais, donc c'est vrai que c'était un petit peu, j'étais un peu hésitant à le faire au départ et après je me dis: «Bon, là, tu sais quoi? Enfin, j'ai rien à perdre et quoi qu'il en soit, enfin, je vais faire ça d'abord pour les étudiants» et je OK. pense que c'est vraiment ça qui m'a propulsé dans le sens où tout ce que je faisais avant tout vraiment pour les étudiants, pour aider des gens à tenter voilà, des études et des grandes écoles que moi j'avais la chance de pouvoir faire et voilà et après je me suis dit: «Bah, tant que les étudiants ils me suivent, tant qu'ils aiment ce que je fais et que moi j'aime les servir et bah, ça fonctionnera» et on va dire que le volet économique, j'y pensais pas vraiment et c'est seulement quand les écoles ont commencé, voilà, à entre guillemets à faire des opérations avec moi et que j'ai commencé à être pris un peu, bah, comme un journaliste ou comme un espèce de gros média, que là, effectivement, la concurrence a commencé à devenir un peu intensive et que là, je me suis rendu compte que, ouais, je mettais vraiment les 2 pieds dans un milieu où voilà, bah, quand tu signes un contrat, bah, en fait, c'est tes parts de marché que tu prends à d'autres concurrents. Donc OK. voilà, donc au début, un petit peu complexe d'infériorité parce qu'il y avait des gros concurrents qui pouvaient impressionner. Mais aujourd'hui, honnêtement, il y a plus de enfin, voilà, il y a vraiment plus du tout ça. On est vraiment une équipe en place et puis, et tant mieux du coup qu'on l'a fait au début, pas du tout pour, des objectifs financiers, mais vraiment pour les objectifs d'être utile aux gens et voilà et quand tu es utile aux gens, je pense que les gens le sentent et puis derrière, il y a des opportunités, économiques qui découlent un peu toutes seules finalement. OK, super clair et donc j'aimerais savoir toi comment tu fais aujourd'hui? Tu es sur, 4 projets.
dont un en tant qu'investisseur, et on va revenir un peu après sur ça. Comment tu fais toi pour organiser et te gérer? Est-ce que tu as une routine spéciale ou est-ce que tu as vraiment un emploi du temps très très bien détaillé? Comment tu fais toi pour t'organiser tous les jours? Bah, en fait, déjà, on a monté une holding. C'est-à-dire que à partir du moment où on a vu que Mister Prépa, c'était, bon, je vais parler purement économiquement, hein, qu'on a vu que c'était un peu une vache à lait, dans le sens où c'est vraiment le projet sur lequel on sait que tous les ans, bah, on fait de l'argent, on sait que les clients ils sont réguliers, on sait que voilà, il y a tant d'argent qui rentre tous les ans, il y a tant de dépenses et qu'on peut estimer tant de Rex, par exemple. Ben, on s'est dit: «On peut pas, juste, enfin, se mettre des gros salaires dans la poche et et s'en contenter». Du coup, dès le début, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit: «Bon, on va investir dans plein d'autres projets». Et en fait, enfin, j'ai pas mis tout ce que je faisais sur LinkedIn parce que sinon ça aurait ni queue ni tête et les gens se perdraient. Je préfère être un petit peu clair dans ce que je fais. Mais par exemple, on a en tout là, on a 7 ou 8 structures dans lesquelles en fait on est impliqué. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que donc on a monté Mister Prépa, on s'est mis sous forme de holding et après avec cette holding là, bah, du coup, on a pris des parts dans différentes boîtes. Donc par exemple, tu as parlé tout à l'heure de Dubai D-Day, ce qui est vrai. Tu as parlé de Mama Papy aussi qui est un autre projet sur lequel on investit. Il y a aussi Planète Grandes Écoles qu'on a développé par la suite. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Dediz dans laquelle on a racheté, un peu plus de 2 tiers des parts, 2 tiers des parts environ. Ok, Et donc là, c'est du marketing d'influence avec des vidéos de célébrités qui viennent, en fait discuter avec leur audience. Voilà, on a racheté des plateformes. Il y a une plateforme de maths qui s'appelle Prépa Plus, où en fait on l'a rachetée, elle était payante de base, on l'a rendue 100 gratuite pour que tous les gens de prépa puissent se préparer gratuitement en maths. On a racheté aussi Trainee qui était une plateforme de finance concurrente à Alumni et TrainingView, où en fait les 2 concurrents font payer. Bah, nous, on a racheté cette plateforme-là qui a été faite par un ancien Goldman Sachs en accuracy et en fait on l'a rendue encore une fois 100 gratuite pour tout le monde. Et donc là, on collabore avec des entreprises partenaires, donc des fonds d'investissement, ça peut être des cabinets de conseil, et cetera. Et en fait, on les fait payer pour être visible sur la plateforme. Donc voilà, donc du coup, si tu veux, tout ça, ça gravite en fait autour d'une holding qu'on a montée et qui est un petit peu au cœur de tout ça. Et donc, bah, évidemment, pour pas s'y perdre, il faut bah, bien évidemment se dire quels sont les projets qui sont prioritaires. C'est-à-dire les projets, si demain je les perds, bah, je perds un petit peu tout, je perds ma rentabilité, je perds voilà, ma puissance financière. Et quels sont les projets qui sont secondaires, autrement dit, sur lesquels tu te penches quand tu as un peu plus de temps. Ou alors, c'est des projets sur lesquels nous, on a dit de base, écoutez les gars, moi j'ai un peu d'argent à mettre, j'ai des compétences, un réseau, mais j'ai pas énormément de temps. Donc du coup, il faut que ce soit très clair sur des projets qui nous prennent 90 de notre temps et des projets sur lesquels on va travailler 5 heures par semaine ou 2-3 heures le week-end, par exemple. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on essaie de raisonner et on ne veut pas non plus aller dans trop de projets maintenant parce qu'après, tu peux te perdre et c'est hyper dangereux de vouloir être de partout à la fois parce que tu peux perdre tes projets principaux et perdre la confiance de tes partenaires aussi. Donc du coup, voilà, ok. donc du coup, on a opté pour un système de holding qui centralise tout ça et qui investit dans différents projets. Ok, et tu viens de dire que tu peux te perdre et que tu peux faire face à plusieurs choses. Est-ce que vous avez commis, ou toi, est-ce qu'il y a eu une grosse erreur et qu'aujourd'hui, tu dis qu'avec peut-être plus d'expérience ou avec plus de conseils, tu aurais pu rebondir et ne pas la faire? Est-ce que tu as vraiment une erreur là en tête qui te vient? Il y a pas vraiment de grosses erreurs qu'on a faites, sinon je pense qu'on n'existerait plus. Mais, Ouais, il y a ouais, il y a peut-être un petit truc ou en tout cas, si c'était à refaire, je l'aurais pas refait pareil, ça d'accord. Un petit regret, c'est que donc l'année dernière, en fait, du coup, mon équipe com, elle a diffusé, en fait, un sujet, de culture générale d'HEC ESSEC, non, c'était ESSEC EDEC, pardon. Ils l'ont diffusé, en fait, 5 minutes seulement après le début de l'épreuve et du coup, ce qui a fait que, aux yeux des concours, en fait, c'était considéré comme une fuite parce que, comme communication anticipée, parce qu'il y a des Marocains qui passaient l'épreuve 1 heure après les Français, ce que nous, on n'avait pas forcément pensé. Et donc, bah, ce qui s'est passé, c'est que les concours ont refait passer l'épreuve à 8 000 candidats, 10 jours plus tard. Donc nous, on s'est mangé, voilà, un gros bad buzz national avec des insultes, avec des menaces de mort, avec, ah ouais, voilà, ok. enfin, tous les candidats qui d'habitude nous adorent, bah, là, c'était là en mode, «Non, Mister Prépa, vous avez abusé» et cetera. Donc, on va dire en termes d'image, pendant quelques jours, c'était un peu chaud. Mais après, voilà, je dis, c'est pas forcément une erreur dans le sens où, en fait, le problème de base ne vient pas de nous. C'est-à-dire que ça vient vraiment des concours en eux-mêmes qui, depuis 5 ans d'affilée, sont défaillants. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Cette année encore, il s'est passé une grosse Ouais, dinguerie on a vu au ça. niveau des triches, des fraudes, et cetera. Et donc voilà, on va dire que nous, on a été un peu victime de ça aussi, mais à la fois, on a été maladroit. Donc c'est plus une maladresse qu'une erreur. Donc c'est pour ça que je dis que si je devais le refaire, j'aurais pas refait ça pareil. Évidemment, on n'aurait pas publié le sujet si rapidement.
Et donc cette année, tout s'est bien passé d'ailleurs. Comment vous avez fait pour, gérer ça et comment vous avez fait pour, surmonter cette petite période de crise? Bah, déjà, je me revois encore à 2 heures du matin avec Dorian, on était au bureau en mode, on se regardait dans les yeux, on disait: «Putain, mais qu'est-ce qui va se passer et tout?» On avait supprimé nos comptes Twitter pour éviter de se faire harceler, on avait supprimé tous les commentaires, enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, c'était incroyable, en termes de enfin, c'était dur à gérer psychologiquement. En fait, c'est que tout ce que tu as monté depuis 2 ans et demi, l'image que tu t'es construite, et en fait, on s'est vraiment installé dans le milieu, hein, Mister Prépa, c'est vraiment devenu une référence parmi les prépas, quoi. Et ben, on s'est dit: «Waouh, ça peut tout disparaître en une après-midi, quoi». Et donc voilà, premièrement, déjà, ne pas réagir à chaud. C'est-à-dire qu'on n'a pas réagi du tout pendant voilà, on a déjà cherché à enquêter, savoir comment c'est possible qu'une étudiante nous envoie le sujet si rapidement, comment ça s'est passé au niveau des concours, comment ça se fait qu'elle ait son ordinateur en pleine épreuve, ouais, enfin plein de choses comme ça, tu vois? Des trucs un petit peu chelous. Mmh. Une fois qu'on a fini l'enquête, on a tenté d'en discuter avec les concours, qui n'ont jamais voulu discuter avec nous d'ailleurs. Donc voilà, et ensuite, une fois qu'on a vu qu'ils ont publié un communiqué de presse en disant qu'ils nous attaquaient en justice, c'est là que tout a pété. Et donc c'est là qu'on s'est dit: «Bon, on va pas réagir comme des teubés, on va attendre, on va voir quelle tournure ça prend». Donc évidemment, on a discuté avec notre avocat qui nous a conseillé, voilà, de rédiger un communiqué de presse. On a discuté, voilà, avec différentes personnes qui nous ont conseillé sur la forme à faire pour le communiqué. On a fait donc du coup des excuses en public, tout en remettant en cause aussi le professionnalisme des concours, parce que tout ça aussi, il est encore une fois lié à des erreurs qu'ils ont faites qui étaient grossières. Donc voilà, on a vraiment réagi comme ça et puis finalement derrière on s'est rattrapé, en faisant ce qu'on sait faire depuis toujours, à savoir des préparations pour des oraux, à savoir, voilà, du contenu utile pour des gens et pour promouvoir l'égalité des chances. Et voilà, du coup là ça fait 1 an et puis cette année, enfin, c'est passé, enfin voilà, personne ne nous en parle forcément encore. OK. Il y a encore des profs par-ci par-là qui ont un petit souvenir en tête, mais on va dire que l'image va beaucoup mieux. Donc voilà, on va dire vraiment, ne pas réagir à chaud, assumer son erreur, s'excuser publiquement, mais aussi, voilà, ne pas oublier de rappeler qu'il y a d'autres fautifs dans l'histoire qui sont peut-être même plus fautifs que nous et on a toujours assumé cette position-là. OK. Bah, je trouve que vous êtes plutôt bien débrouillé et je me rappelle que, ouais, c'était un peu compliqué, l'année dernière, mais ça va, là, on n'entend plus trop parler et là, j'aimerais savoir plutôt toi, du côté vraiment personnel. Toi, comment tu fais pour gérer, tous ces projets-là? Parce que tu es sur plus de 4 ou 5 projets, même 8. Là, tu viens de me dire que tu avais une holding avec, 8 sociétés et tu es dans 2 écoles encore, qui sont pas non plus, pas des moindres, c'est de très, très bonnes écoles. Toi, comment tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que tu as des process vraiment particuliers? Est-ce que tu as une routine? Comment tu fais pour, gérer tout ça? Alors ouais, carrément, bon après, enfin, tous les 8 projets, je le rappelle, hein, c'est par exemple, Trainee ou Prépa Plus, ce sont des plateformes qu'on a rachetées. Du coup, si tu veux, on leur donne une forme de société également, à terme. Mais en fait, c'est pas des entreprises qui prennent autant de temps que Mister Prépa, par exemple, ou une grande école, parce qu'elles sont rattachées à ces boîtes-là. OK. Du coup, voilà, enfin, c'est 8 projets, on va dire, c'est 8 structures, 8 entités, d'accord. Mais voilà, c'est pas du tout le même, je m'investis pas dans toutes les boîtes de la même manière, sinon tu peux pas sinon tu dors jamais, quoi. Donc, voilà, ça, c'est juste pour préciser quand même. Donc après, par rapport aux écoles, alors c'est particulier parce que donc moi, j'avais pas fini le M Lyon et en fait, pendant le M Lyon, j'ai candidaté à Sciences Po. Donc j'ai été admis à Sciences Po Paris, du coup, pendant le M et donc en début d'année là, donc j'ai dû trouver, un moyen de faire les 2 à la fois, donc j'en ai parlé à l'EM Lyon. J'aurais dit: «Est-ce que si je valide des cours de finance à Sciences Po, ça me valide des cours de finance de l'EM Lyon?» Donc ils m'ont dit: «Non». J'aurais demandé: «OK, bah, du coup, si je vais est-ce que je peux au moins avoir des cours en ligne, à l'EM Lyon?» Parce que je peux pas être physiquement à Paris et à Lyon en même temps forcément. Ils m'ont dit: «Bah, non». Donc bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai mis l'EM Lyon en parenthèse pendant 1 an. J'ai fait ma première année de master à Sciences Po. Là, je prends une césure à Sciences Po et pendant ma césure, je vais avancer au max pour finir l'EM Lyon dans la mesure du possible et je reviendrai l'an prochain, enfin l'année d'après encore, en dernière année master à Sciences Po pour, en 2024, j'espère avoir les 2 diplômes. Donc du coup, enfin, si tu veux, je ne fais pas Sciences Po et l'EM Lyon en même temps parce que ce serait vraiment impossible. Donc voilà, je fais un petit peu l'un après l'autre et par contre, ouais, au niveau des boîtes, alors, bah, en fait, on s'organise vraiment de manière, ultra carrée. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu mon défaut, parce que je faisais tout un peu en freestyle et dès que j'ai vu qu'il y avait, voilà, bah, par exemple, tout con, mais du coup, une dizaine d'employés qui arrivent et ben, en fait, tu leur donnes des missions, il faut les manager et tout, donc tu es obligé toi-même d'être ultra organisé. Donc on a mis en place des outils, Notion, par exemple, qui est un des outils qu'on utilise beaucoup, où, bah, il y a tous nos calendriers, il y a voilà, il y a toutes les missions à faire, donc par ordre de priorité, des opérations pour des écoles, pour des entreprises partenaires, toutes répertoriées et cetera, qu'on met tous à jour et voilà, donc bien sûr Google Calendar, voilà,
Il y a tous mes rendez-vous, ça me rappelle tous mes rendez-vous parce que tu peux très vite en oublier. Et voilà, on va dire que la gestion du temps, c'est vraiment le plus dur voilà, l'élément le plus dur sur lequel il faut être carré absolument. Parce que, bah, tu peux manquer des rendez-vous, tu peux manquer des deadlines, des échéances. Et en fait, on est dans une position où il faut délivrer, en fait. C'est vraiment le mot-clé, c'est délivrer, 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 dans le sens où on a de plus en plus de clients et du coup, bah, il faut être à la hauteur des contrats que tu signes. Et donc pour ça, il faut que tu sois vraiment bien organisé. Donc par rapport aux cours, par exemple, et bah, à Sciences Po, j'avais, je sais pas, par exemple, une journée de cours entre 8 heures et 10 heures, j'avais cours. Entre 10 heures et midi, souvent j'avais un trou, du coup là, je taffais la boîte à fond. Ensuite, entre, 12:00 et 17 heures environ, j'avais cours. Donc entre 17 heures et 19 heures, j'avais encore un trou de 2 heures, donc là, je taffais la boîte à fond. Et le soir, j'avais cours entre 19 heures et 21 heures. Et je rentrais chez moi, il était environ 22 h 30. Je taffais une petite heure encore pour Sciences Po, pour les cours, pour valider, un max de choses. Et voilà, je partais dormir à 23 h 30 en général. Et il y avait aussi des après-midi à Sciences Po où j'avais pas cours. Donc en gros, quand j'ai cours, je suis en cours et je fais un petit peu quelques mails, voilà, pour la boîte si besoin ou quoi. Et quand je suis pas en cours, je suis à fond sur la boîte, quoi. Donc, voilà un petit peu mon temps, il est partagé entre ces deux casquettes-là, de chef d'entreprise et d'étudiant qui sont pas faciles à concilier. Et comment tu as fait pour déléguer? Parce que je suppose que quand tu es à l'école, comme tu l'as dit, tu es moins impliqué dans la gestion de l'entreprise. Comment tu fais toi pour déléguer? Est-ce que tu l'as donné juste à ton cofondateur ou tu donnes aussi des responsabilités à d'autres personnes? Et comment tu as fait toi pour prendre l'initiative de déléguer? Bah, ça, c'est surtout mon associé d'Orient, en fait, qui gère ça dans le sens où c'est vraiment lui qui est à l'origine, qui a dit: «Bon, il faut qu'on recrute des gens, il faut qu'on recrute 2 personnes à tel poste, 2 personnes à tel poste» et cetera et cetera. Donc moi, je lui ai un peu délégué ça parce que voilà, tout ce qui était recrutement et cetera, c'était pas trop mon kiff au début et donc c'est vraiment lui qui a géré ces parties-là et donc ensuite, bah, ce qui s'est passé, c'est que voilà, concrètement, on répartit toutes les missions, on a passé beaucoup de temps à former les gens aussi. Par exemple, en début d'année à Sciences Po, je me rappelle, ma directrice me disait, «Ouais, maintenant tu es étudiant à Sciences Po Paris». Sur un ton un peu ironique, elle m'a dit: «Tu es plus en école de commerce, genre ici, c'est pas une école de commerce où tu fous rien». Bon, c'était un peu le préjugé qu'elle avait sur les écoles de co. Elle m'a dit: Ouais. «Voilà, tu es à Sciences Po, ici on bosse». Bah, ouh là, OK, mais pas de souci, je vais gérer et donc effectivement, donc du coup, on a recruté 7 personnes à la rentrée et ce qui a pris beaucoup plus de temps que ce que moi je pensais, c'était de les former. Parce que ce qui pour nous paraissait évident, parce que ça fait 2 ans qu'on est là-dessus et bah, eux, c'est pas forcément évident et donc bah, voilà, beaucoup, beaucoup des mois, des semaines et des semaines à former les gens et une fois qu'ils sont formés, là, par contre, c'est un gain de temps qui est énorme. Donc voilà, on va dire entre septembre et décembre, on a vraiment passé du temps à former les gens et à partir de décembre, janvier, ils ont commencé à être un peu opérationnels, tranquilles. Donc voilà, après ça nous soulage beaucoup. Mais du coup, voilà, pour déléguer, si tu veux, moi, j'ai délégué des choses, vraiment qui me prenaient le plus de temps, qui étaient plus chronophages et sur lesquelles, voilà, je pouvais vraiment, mettre d'autres personnes. Exemple, faire des visuels pour la communication quand tu fais des articles. Exemple, faire du montage vidéo. Exemple, tourner des vidéos de très bonne qualité, donc là, j'ai pris des vidéastes. Exemple, faire du bizdev, négocier avec des entreprises et cetera, leur faire partir des offres et tout. Et moi, je suis beaucoup plus dans ce que personne d'autre que moi ne peut faire, à savoir, bah, tout ce qui est, je sais pas, signature de contrat, tout ce qui est, approbation de devis, négociation parfois avec des partenaires, voilà, des choses un petit peu comme ça, et aussi beaucoup d'administratif, beaucoup, beaucoup d'administratif et donc ça, c'est pas du tout marrant, quoi. Donc voilà, le taf est de moins en moins drôle, on va dire, sur Mister Prépa, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font les missions que je faisais au début. Ok, hyper cool. Et là, j'aimerais aborder une partie un peu plus financière. Toi, comment tu as fait pour financer tes projets? Et est-ce que ça a été différent? Parce que j'imagine qu'au début, tu n'as pas dû mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur Mister Prépa, mais comment tu as fait toi pour financer ces projets? Parce qu'il y a un mythe aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut avoir ou il faut lever beaucoup d'argent pour vraiment lancer un projet. OK, ouais, ouais, bah, non, bah, du coup, bah, ça, c'est faux, hein. Enfin, nous, on n'a jamais eu besoin de lever de fonds sur Mister Prépa ni Planning Grande École pour l'instant. En fait, on s'est toujours autofinancé. Après, nous, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il y a eu un événement, c'était le covid et en fait, en 2020, on a fait x10 en termes de chiffre d'affaires environ. Et parce que, bah, concrètement, les écoles, elles avaient des budgets communication, voilà, qu'elles ont tous les ans. D'habitude, elles mettaient beaucoup de budget dans des salons physiques, tu sais, avec des concurrents comme Studirama, comme l'Étudiant, et cetera. Là, Ouais. boum, tous les salons, ils étaient stoppés. Donc ils se sont dit: «Bah, concrètement, il y a qui en acteur digital, qui est très chaud au niveau des prépas?» Et bah, en gros, on était 2. Il y avait Major Prépa, il y avait nous et donc bah, concrètement, c'est l'année où on a vraiment décollé et donc, c'est ce qui nous a permis de jamais lever de fonds. Et donc, voilà, concrètement, on a très vite réinvesti, bah, dans des bureaux, dans l'achat d'un studio vidéo,
matériel pour faire un studio dans des bureaux à Paris ensuite, recrutement des équipes, voilà, dans beaucoup de choses qui aujourd'hui sont essentielles. Et donc voilà concrètement un petit peu, où est-ce qu'on a mis l'argent dès le départ et ça nous a permis ensuite de renforcer l'image et l'image étant renforcée, les contrats ont ensuite fait fois 2 ou fois 3 parce que voilà, ils ont vu qu'on était plus une simple initiative étudiante, mais vraiment une vraie boîte qui tourne et donc c'est pour ça que voilà, on va dire que cet événement-là qui était vraiment exogène, ça nous a aidé à ne jamais avoir besoin de lever de fonds. Après c'est pas le cas de partout. Je sais que par exemple, il y a des projets sur lesquels actuellement on est en train de faire une levée. Par exemple, il y a Dediz dont je vous parlais tout à l'heure, où on est en train de Ouais. travailler voilà avec différentes opportunités pour lever des gros fonds parce que, tout simplement, c'est un projet qui est beaucoup plus tech. C'est un projet où la concurrence est plus, concentrée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait, le marché de la dédicace vidéo, elle vend en poupe depuis 2 ans. Depuis le covid, Cameo, qui est le leader mondial, a inspiré toute une génération de plateformes en France. Donc là, il y a des concurrents comme Vidoléo, comme, Memo qui commencent à passer vraiment la seconde. Et donc voilà, on sent qu'il y a besoin d'accélérer. Donc il y a besoin de recruter davantage de célébrités, il y a besoin de mettre davantage de process en place, de recruter beaucoup plus d'équipes. Donc là, en gros, tu es pas dans un projet où tu dis: «C'est bon, il y a le temps», tu vois? Genre, il y a le temps, je vais faire des petits contrats par-ci par-là et je vais, step up au fur et à mesure. Là, tu es dans un projet où tu te dis: «Il faut que je lève des fonds. Il faut qu'ensuite, voilà, je réalloue ces fonds sur des postes de dépenses qui sont ultra urgents et ultra importants et ensuite ça va se faire au fur et à mesure», tu vois? Donc, lever des fonds, c'est pas du tout obligé, hein. C'est pas du tout obligé, et en fait, moi-même, je dirais que je préférais ne pas lever de fonds. Parce qu'on voit toujours les gens qui lèvent des fonds: «Ouah, c'est sexy, il a levé 1 000 000, 2 millions». OK. Ce que tu Ouais. vois pas, c'est que quand tu lèves des fonds, du coup, bah, ta boîte, en gros, correspond à une valo et que derrière, il faut que tu justifies cette valo. Autrement dit, tu as une pression supplémentaire. Deuxièmement, tu peux avoir des gens, voilà, qui te demandent des comptes par rapport, en fait, bah, à la rentrée au capital, ça peut être contraignant et bah, troisièmement, bah, en fait, ton bébé n'est plus forcément le tien. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, quand on a monté la holding, on a été très contents que cette holding-là soit 100 détenue par Dorian et par moi, tu vois? Et personne d'autre pour l'instant. Et où en fait, on est 100 maître de tout ce qu'on fait. Donc non, pour ceux qui veulent, monter une boîte, tu as pas du tout besoin de lever de fonds, hein. C'est voilà, ça dépend bien sûr du projet, mais lever des fonds, ça peut être à la fois une opportunité si tu sais bien le gérer et si tu sais exactement pourquoi et si tu as un plan qui est, cohérent et ça peut être une menace dans le sens où tu peux survaloriser ta boîte et du coup, derrière, te flinguer, hein. Il y a des cas de gens qui ont levé et qui ont flingué leur boîte à cause de ça, hein. Ouais, il y a plusieurs Donc exemples hyper intéressants. Et aussi, un des critères pour lever des fonds, c'est l'équipe. En fait, c'est un des critères les plus importants. Et toi, tu nous parles beaucoup de Dorian. Et j'aimerais savoir, mmh du coup, toi, comment ça s'est passé bah, pour faire association avec lui en business. Et est-ce que pour toi, vraiment, la complémentarité que vous avez aujourd'hui, c'est ce qui prouve le succès de votre boîte? Et est-ce que aussi le fait d'avoir quelqu'un avec soi sur le lancement d'un projet et sur la gestion d'un projet, c'est vraiment indispensable. Oui, bah, en fait, ça dépend des entreprises, je pense, des projets et des mentalités de chacun. Moi, en tout cas, je parle pour moi, à mon échelle, j'aurais jamais pu arriver à tout ça en étant tout seul, ça, c'est sûr et certain, pour plein de raisons, en fait. En vrai, monter une boîte, c'est un peu enfin, avoir une boîte, c'est un peu comme piloter un avion, tu vois? Tu as des zones de turbulence et cetera. Dans un avion, tu as jamais un seul pilote, tu as toujours un copilote, tu vois? Genre, tu es là, au bout d'un moment, le pilote, il va être fatigué, du coup, il va passer le relais au copilote. Des fois, le pilote, il va être en galère, du coup, le copilote, il va prendre la relève, tu vois? Bah, c'est un peu ça, en vrai, dans la boîte, dans le sens où, bah, par exemple, des fois, je sais pas, tu peux te sentir un peu le moral dans les chaussettes, tu peux être un peu, je sais pas, pessimiste sur certaines choses et du coup, c'est ton associé qui te rebooste ou inversement. Et donc voilà, c'est vrai que pour moi, ça me fait du bien, ne serait-ce que psychologiquement, dans le sens où en gros, tu te dis que tu as un associé, le mec, il est pas là juste pour mettre de la thune. En fait, il met aussi de son temps et c'est tellement plus puissant, je trouve, encore quelqu'un qui se dit: «Voilà, mon temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Le temps, ça part, ça ne revient pas. L'argent, tu en perds, mais tu peux récupérer demain, il y a pas de souci. Le temps, c'est vraiment la ressource la plus précieuse», tu vois? Donc que quelqu'un, il mette de son temps à ta disposition de ton projet, c'est-à-dire qu'il croit en ton projet, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, tu vois? C'est pour ça que quand Dorian il m'avait dit il y a 3 ans: «Oui, moi je veux rejoindre le projet Mister Prépa parce que je crois en l'égalité des chances, je veux faire de ça un média de référence. Voilà, je veux qu'on devienne vraiment une incontournable dans le milieu des grandes écoles et des entreprises». Pour moi, j'ai dit: «Waouh, tu vois, là, il se passe quelque chose». C'est mon petit projet que j'avais tout seul au début. Il y a des gens qui sont prêts, en fait, à refuser des stages en conseil, en finance et Dieu sait qu'on pourrait en faire. Mais pour être à fond là-dessus, bah, là, si tu veux, ça a pris du sens. Donc pour moi, c'était essentiel, rien que pour cet aspect-là et évidemment, sans parler de tout l'aspect de, voilà, de répartition des tâches, de délégation, il y a des choses qu'il fait parce qu'il est bien meilleur que moi là-dessus. Il y a des choses que moi je fais parce que je suis meilleur que lui et inversement. Donc en tout cas, dans mon cas, je pense que l'association,
incontournable et aussi que ton projet, en fait, il prend des grosses proportions. Enfin, qu'on me donne des exemples de boîtes qui commencent à péter, qui commencent vraiment à bien fonctionner, où le mec, il est toujours tout seul, sans lâcher des parts, sans lever jamais de fonds, sans machin, j'en connais pas perso. Donc moi, je pense que tôt ou tard, une entrepreneuriale, c'est une aventure qui se vit à plusieurs, tu vois? Tu multiplies les joies et tu divises les peines. Donc pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le incontournable. C'est pas drôle, tu vu? C'est comme si je jouais au foot tout seul, c'est pas marrant. Et pour toi, qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur? Si tu peux donner deux ou trois critères de vraiment qu'est-ce qui fait un bon entrepreneur? Ah, c'est chaud, hein. Après, il existe beaucoup de profils d'entrepreneurs, tu vois? Il y a pas je pense pas qu'il y en ait un seul. Peut-être je vais dire ce que moi, par exemple, je cherche, admettons chez un associé, parce que du coup, on s'associe à plein de personnes différentes sur différents projets. Donc et en gros, moi, les qualités que je recherche avant d'accepter de m'associer, c'est déjà premièrement que, la personne elle, évidemment qui ait, des atomes des bons atomes entre nous, dans le sens où on s'entend bien. Moi, quand je vois finalement tous les gens avec qui j'ai monté des boîtes ou avec qui j'ai pris des parts dans des entreprises, c'était tous des gens que je connaissais de base, en fait, hors entreprise. C'était voilà, c'était des potes ou des amis de longue date et en fait, quand ils m'ont dit: «Voilà, je veux monter une boîte et je veux que tu en sois», et bah, en fait, j'hésite à peine. Enfin, limite, je demande même pas ce que c'est le projet, tellement juste m'associer à ce genre de personnes, déjà, ça me fait kiffer et ensuite, évidemment, je demande le projet et de quoi il s'agit et parce que, voilà, je les vois cheminer. Donc premièrement, c'est le fait de bien s'entendre avec une personne. Pour moi, en entrepreneur, c'est important qu'il y ait un bon fit. Voilà, donc deuxièmement, au niveau des qualités attendues, c'est bien sûr que le mec ou la fille soit, vraiment un monstre de travail. Dans le sens où si tu es pas prêt à te buter au taf, alors que nous, on est 2 très, très gros bosseurs avec Dorian, je pense, c'est compliqué. Parce que en fait, tu as l'impression que toi, tu es à fond, que la personne, elle est pas à fond et en fait, ça peut vite être très frustrant. Donc, si la personne elle est pas, prête vraiment voilà, à abattre des grosses quantités de travail pour que le projet il explose, pour moi, c'est rédhibitoire. Donc tu peux pas être entrepreneur et être feignant, par exemple, ça c'est impossible. C'est Ouais. impossible. Si tu veux être feignant, tu pars dans des postes de salariat classiques, voilà, où pour moi, tu fais du 9h-17h et voilà et personne te prend le chou, quoi. Si tu veux être entrepreneur, il faut être prêt vraiment à te déglinguer là-dessus. Donc pour moi, donc ça, c'était vraiment la deuxième qualité hyper importante de mon entrepreneur, c'est travailleur, pas compter ses heures. Ça, Ok. c'est évident et en troisième peut-être, mais c'est très personnel, c'est optimiste. Par exemple, enfin, il y en a beaucoup, mais je pense optimiste, c'est vraiment pour moi la troisième qui est fondamentale, il faut que tu crois au projet dur comme fer, quoi. Sinon ça sert à rien et voilà, moi j'ai tous mes associés, tous les gens avec qui j'ai pu collaborer dans les boîtes, c'est tous des gens, ils y croient dur comme fer et vraiment ils ont aucun doute que leur projet va fonctionner. Ok. Et comment tu fais? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose d'inné ou c'est plutôt quelque chose que tu apprends à faire? Comment tu fais pour regrouper les gens autour de ton projet? Parce que c'est ton projet de base, c'est ton idée. Comment tu fais pour ramener des gens autour de ça? Non, je pense pas que ce soit inné, enfin en fait, nous, c'est particulier parce que en fait, Mister Prépa et Planète Grandes Écoles, donc ils sont 2 médias, un pour les prépas et l'autre pour les étudiants des grandes écoles. La chance qu'on a, c'est qu'en fait, ça nous ouvre un réseau qui est assez important et assez énorme. Dans le sens où les gens de prépa, en fait, tu les accompagnes gratuitement et donc dès qu'ils ont fini leur prépa, ils veulent rejoindre l'équipe. Donc, ils rejoignent l'équipe après leur prépa, ils vont participer au développement de Mister Prépa et ensuite on leur dit: «Écoutez, vous pouvez même devenir maintenant contributeur sur le Planète Grandes Écoles». Donc là, faire du contenu qui est beaucoup plus orienté professionnel et business et donc on est ensuite nous aussi amenés, bah, à rencontrer, parce que c'est aussi nos clientes, des entreprises, donc du coup des associés, des partenaires, des recruteurs, ce qui fait qu'il y a un réseau qui est très grand et donc concrètement, quand tu baignes dans cet univers-là et ben, en fait, peu importe le projet que tu vas lancer, les gens au minimum, ils t'écoutent parce qu'en fait, ils savent que derrière toi, il y a tout un réseau d'étudiants, de grandes écoles, de direction d'école, de direction d'entreprise. Donc si tu veux, les gens, je pense pas qu'ils rejoignent moi mes projets parce que c'est moi, je pense qu'ils rejoignent mes projets parce qu'ils savent que derrière nos projets qu'on peut monter, il y a un réseau qui peut être hyper intéressant. Donc, mais ça, c'est juste ce qu'on a réussi à créer, on va dire, grâce à toutes ces plateformes-là et à tous ces visibilités. Donc, moi, je pense que le principal atout qu'on a pour mobiliser les gens, c'est le fait de leur dire: «Écoutez, vous pouvez participer à un projet qui a un impact sociétal qui est positif», à savoir, en gros, la démocratisation des grandes écoles, à savoir la démocratisation de la vie active chez les jeunes et cetera. Et deuxièmement, vous pourrez vous faire un réseau qui est très grand. Par exemple, quand je recrute des rédacteurs sur pas une grandes écoles, je vais te dire qu'il y en a beaucoup qui trouvent leur stage ou leur alternance ou même des fois leur CDI parce qu'ils ont réussi à rencontrer des gens dans le cadre de plein de grandes écoles et derrière, en gros, ils se sont démerdés pour que le courant il passe bien avec le partenaire, avec l'associé ou je sais pas et derrière, bah, ça a converti en une embauche et moi, quand il me dit ça, je suis refait, tu vois? Je suis vraiment content. Donc voilà, je pense que c'est un mix de tout ça, quoi.
Ok, énorme. Hyper cool. Et dernière question, on a un peu débordé sur le temps, mais merci beaucoup, Benjamin. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi aujourd'hui, euh, c'est obligatoire d'avoir des compétences en informatique dans un monde qui est de plus en plus digital pour entreprendre ou pour lancer un projet? Bah, ça dépend de ce que tu entends par compétences informatiques. Tu veux dire du coding, etc., par exemple? Ça peut être ça ou ça peut être éventuellement des outils qu'on peut utiliser pour, comme Google My Business ou les réseaux sociaux, savoir bien utiliser les réseaux sociaux aussi. Bah, encore une fois, enfin, ça dépend vachement du business et moi, je peux te parler que de ce que je connais, tu vois? Ouais, Mais, moi, en tout cas, à mon échelle, en tout cas dans ce que j'ai pu faire pour l'instant, c'est que, tu n'es pas obligé, en tout cas, par exemple, de savoir coder, de savoir faire du développement web et cetera pour que ta boîte, elle marche. Dans le sens où si tu en as besoin tôt ou tard, tu peux t'associer à des personnes qui font ça ou tu peux simplement les rémunérer pour ça. Donc ça, c'est un premier élément. Après, pour, redescendre d'un cran, savoir maîtriser au minimum, bien sûr, les téléphones, l'ordinateur, les différents outils pour s'organiser, les mails, ouais, comme tu disais, les réseaux sociaux. Pour moi, oui, par contre, là, ça devient de l'ordre de l'évident. C'est que, tu peux pas, concrètement, enfin, nous, on pourrait pas recruter quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas manipuler un ordi, tu vois? C'est impossible. Mais encore une fois, c'est pour mon cas. Il y a beaucoup de domaines où tu peux monter une boîte, je sais pas, dans peut-être des fois des travaux un peu plus manuels et échafaudables, des trucs comme ça, parce que je parle de ça parce que j'ai un pote qui est là-dedans et cetera. Mais oui, tu peux tout à fait monter ça sans avoir accès à ça, donc je sais pas, ça dépend trop des sujets, mais pour moi, c'est en tout cas, au minimum, c'est un énorme plus. ok. Merci beaucoup. Merci pour ton temps, Benjamin. C'était hyper intéressant de discuter avec toi. Et pour les auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut.